Merci à toutes et à tous d'être là pour cette belle table ronde sur l'économie circulaire et solidaire. Alors, comment elle peut résister, cette économie? Question d'actualité, n'est-ce pas, face aux géants du numérique, mais pas que, face à toutes les menaces, en tout cas, et toutes ces valeurs qu'elles portent, comment elles peuvent tenir le cap et se développer aussi, devenir une force. Donc, j'ai la chance d'accueillir de super intervenants pour cette table ronde. Alors, je prends mes petites notes, surtout pour les noms de famille, pour pas faire d'erreur. Alors, j'ai juste à ma droite Léa Guérin, chargée de plaidoyer à Oxfam France. Ensuite, Camille Rognan, qui est responsable du service développement économique à Emmaüs France. Puis, Pierre Condamine, qui est chargé de campagne sur production chez les Amis de la Terre. Et puis, Gloria Taoussi, qui est chef de projet communication et plaidoyer au réseau national des ressourceries et des recycleries. J'ai pas fait d'erreur? C'est bon sur les titres, les noms? Parfait. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vais tout de suite leur passer la parole après une petite introduction. Donc, cette table ronde, elle a lieu dans le cadre de l'Assemblée générale de Label Emmaüs qu'on a tenue ce matin, dont évidemment on a pas mal parlé pendant cette matinée de la difficulté de tenir le cap face à une concurrence qui est rude. Je le disais, quand on s'est créé Label il y a 8 ans, à l'époque on parlait d'Amazon, on parlait un petit peu du Bon Coin, mais c'était à peu près tout en termes d'acteurs vraiment de poids dans la seconde main. Les choses ont bien changé depuis. Il y a eu l'explosion donc de plein de plateformes numériques dont on a un petit peu parlé aussi ce matin, sur plein d'univers différents, Back Market sur l'high-tech reconditionné, Celency sur la brocante, Smala peut-être que vous connaissez aussi sur les vêtements pour enfants. Voilà, donc plein de plateformes numériques se sont développées. Il y a eu aussi tout un mouvement dans la grande distribution, dans les enseignes, différentes marques qui se sont mises à la seconde main. Alors certaines vraiment proposent des gammes de seconde main. On a parlé par exemple d'Aworth qui est présent, qui est un partenaire vraiment clé pour nous sur la plateforme que nous avons dans le sud, avec lesquels on reconditionne des chaises de bureau avec tout un process très quali pour les reproposer sur le marché. Mais bon, la plupart du temps, les marques distribuent des bons d'achat pour du neuf contre des produits d'occasion que les consommateurs vont ramener, et la plupart du temps ces produits sont tout simplement revendus à des discounters, des brokers, des acteurs, des fripiers, etc. Il n'y a pas beaucoup de circuits, on va dire, qui se développent circulaires et encore moins solidaires sur ces flux. Et puis dernièrement, c'est carrément l'ultra fast fashion donc qui débarque sur notre marché. On en a parlé aussi un petit peu ce matin avec des chiffres qui sont sidérants, mais dont vous allez certainement parler, parce qu'on parlera de la loi anti-fast fashion, et on parlera aussi de la fast déco et de toutes les mesures qu'on pourrait encore imaginer pour protéger notre économie circulaire et solidaire, la soutenir. Est-ce que le cadre actuel est suffisant? Est-ce que comment on pourrait obtenir aussi un cadre qui le soit? Quelles actions, quels moyens il faut mettre en œuvre pour y arriver? Voilà un petit peu tout ce dont on va discuter maintenant. On va vous proposer 2 temps en fait différents. On va faire quelque chose d'un petit peu classique en termes de table ronde. Je vais passer la parole à chacun des intervenants pendant 6-7 minutes pour exposer un petit peu la problématique sur une phase de constat. En fait, quels sont les constats, dans quel univers on s'inscrit en termes de réglementation, de pratique, etc. Et puis après, on va avoir un deuxième temps qu'on appelle fishbowl. On va tous découvrir ça, puisque nous, c'est la première fois qu'on fait cette animation-là. Et donc ça va nous permettre d'avoir un débat ouvert aussi, où vous allez venir, si vous le souhaitez, vous placer sur les sièges et participer au débat autour de questions plutôt sur les moyens, les actions, comment y arriver pour répondre à la question qui nous est posée. Voilà pour cette table ronde.
Alors, on va démarrer tout de suite. Et donc, je vais commencer par donner la parole à Camille. Camille, j'aimerais, si tu veux bien, que tu nous dises un petit peu les défis en fait qui se posent aujourd'hui pour des acteurs historiques du réemploi solidaire. Emmaüs, ça fait plus de 70 ans. Donc beaucoup d'évolutions en 70 ans, et voilà un petit peu peut-être nous faire un petit retour historique aussi sur l'évolution de ce secteur et les défis aujourd'hui et demain. Oui, merci beaucoup Maud. Vous m'entendez là? Oui. C'est en effet important de revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre comment ces reconfigurations économiques impactent le modèle d'Emmaüs, à la fois ses modèles économiques mais son modèle de solidarité. Quand Emmaüs s'est créé il y a 70 ans, l'objectif c'était de pouvoir accueillir des gens, les faire vivre ensemble pour recouvrir leur dignité, etc. Et le moyen qui a été trouvé à l'époque, donc dans les années 50, pour vivre ensemble dans des lieux, se nourrir, vivre en communauté, ça a été le début de l'économie circulaire, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Ça a été de collecter et de trier les déchets. Donc l'idée, c'était on s'occupe des exclus de la société, de ceux que la société exclut, en travaillant sur ce que la société rejette, les objets que la société rejette. À l'époque, c'était pas vraiment du réemploi, c'est-à-dire qu'on ne collectait pas pour revendre, on collectait, on triait et on revendait de la matière, on tirait des déchets qu'on collectait de la matière. Aujourd'hui, le travail d'Emmaüs, il est un petit peu différent. Ça, c'était une époque où il n'y avait pas une gestion des déchets très organisée par l'État, etc. Il y en avait, mais on n'était pas du tout dans un système où il y avait des camions de Richebourg et Veolia qui passaient. C'était les chiffonniers, et en particulier ceux d'Emmaüs, qui collectaient nos déchets. C'est important de comprendre ça, parce que nos métiers, ils ont évolué. Au fur et à mesure que la consommation durant les 30 Glorieuses a évolué, qu'il y a eu de plus en plus de déchets, et que les politiques publiques autour de la gestion des déchets se sont structurées, et nos métiers, ils ont évolué aussi, et c'est avec tout ce développement de la gestion publique des déchets que nous, on a basculé progressivement vers collecte, tri toujours, mais avec une idée de revaloriser directement ce qu'on ramassait et de revendre, c'est-à-dire de commencer à réparer, revaloriser, revendre, et donc d'aller plutôt vers du réemploi et plus directement uniquement le déchet. Néanmoins, cette activité de collecter très largement tout ce qu'on nous propose, tout ce qu'on ramasse, on emploie le mot ramasse parce qu'il est justement très large, fait qu'on a encore une part de notre activité qui est très centrée sur les déchets. C'est-à-dire que tout ce que Emmaüs n'arrive pas à revendre ou à redonner en solidarité, on l'oriente vers des filières dites de recyclage. Et donc, on a ce glissement progressif vers le réemploi. Il nous a placé un peu en acteur premier du réemploi. Il n'y avait pas vraiment d'autres réseaux de solidarité qui faisaient ça. Et pourquoi ça perdure encore, c'est un modèle essentiel pour nous, c'est que depuis le début de ces activités-là, tous les bénéfices qui ont été générés par ces activités, les bénéfices financiers, ils ont servi à financer notre action de solidarité. Avec, et ça c'était très important, et ça l'est encore aujourd'hui, en tout cas pour la partie d'Emmaüs qui est le monde communautaire, une revendication de l'autonomie financière de notre modèle communautaire, c'est notre modalité d'accueil des personnes et d'hébergement, sans contrainte, sans lien avec les pouvoirs publics, enfin en tout cas sans lien avec les financements publics, de manière à garantir une autonomie dans l'accueil inconditionnel des personnes qu'on accueille. Par exemple, aujourd'hui, nos publics ont beaucoup évolué, mais aujourd'hui, 70% des personnes qui sont accueillies dans les communautés Emmaüs, ce sont des personnes sans papier. Donc, on a encore en commun aujourd'hui avec le passé notre dépendance très forte à l'activité de réemploi, ce qui fait qu'on est extrêmement attaché à défendre cette activité-là, parce qu'elle garantit notre autonomie. Et les différentes évolutions que tu as brossées, elles sont pas sans impact sur les perspectives et la solidité de notre modèle de solidarité, parce que en fait nos modèles économiques ils sont divers et ils sont chahutés par toutes ces reconfigurations. Aujourd'hui, tu l'as dit, aujourd'hui, depuis 10-15 ans, la démocratisation des sujets environnementaux ont fait évoluer les pratiques de consommation, et aujourd'hui on a beaucoup plus de solutions pour consommer de seconde main qu'avant, ce qui en soi en fait est une évolution sociétale très bien, mais il faut qu'on s'y adapte, nous. La vente en ligne en fait partie d'ailleurs, et le développement de ce qu'on appelle le C2C, la vente d'objets de customer to customer, c'est-à-dire revendre sur le Bon Coin, revendre sur Vinted, etc., change vraiment profondément les mentalités, les rapports des gens à la seconde main.
C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose, on glisse de quelque chose. La seconde main, c'était la Croix-Rouge, Emmaüs, quelque chose lié vraiment à l'idée de faire une bonne action. Et aujourd'hui, revendre sur Vinted, c'est l'opportunité de se constituer une cagnotte, de pouvoir racheter éventuellement du neuf, etc., etc. C'est des choses qui sont compliquées à dénoncer parce que ça fait partie, c'est l'évolution de la société et ça participe de la démocratisation de la seconde main, des changements de comportement, etc. Néanmoins, ça appelle en effet des adaptations de notre part, notamment la vente en ligne. Mais ce qui nous pose plus de questions, c'est le fait que d'autres acteurs purement économiques, c'est-à-dire des enseignes, se mettent à se dire en fait, c'est vraiment un créneau la seconde main, il faut qu'on s'y mette, ne serait-ce que, on ne sait pas si ça va nous rapporter de l'argent, mais on a un position marketing à travailler et il faut absolument que tout le monde fasse de la seconde main. Donc, toutes les marques de prêt-à-porter un peu haut de gamme, Mage, Petit Bateau, Sandro, ça se mettent à développer des offres de seconde main et pour ça, ont des stratégies de collecte de leur ancienne collection, par exemple, extrêmement proactives. Donc, elles vont rémunérer les donateurs, enfin ceux qui vont leur renvoyer des acheteurs d'anciennes collections qui vont leur renvoyer leur ancienne pièce. Et donc, construire des solutions en boucle circulaire. C'est très bien sur le papier, mais ça vient vraiment affecter plusieurs choses. À la fois la qualité de ce qui peut arriver dans nos collectes. Emmaüs, c'est on collecte tout, on collecte du textile, des meubles, de l'électroménager, enfin énormément de choses. Et le textile représente une part extrêmement importante des collectes d'Emmaüs et énormément de postes d'activité. On estime qu'il y a environ 5000 personnes en activité sur le textile dans tout le mouvement Emmaüs. Et donc, ces stratégies-là, elles ont un impact à la fois sur la qualité de ce qu'on collecte, mais aussi beaucoup plus symbolique, en fait. On parle d'érosion culturelle du geste de don, c'est-à-dire que l'acte même de donner et ce que ça représente est en fait menacé par ce système en fait de récompense qu'on va trouver aussi, par exemple, dans certains pays où il y a la consigne rémunérée, c'est-à-dire qu'on va vraiment encourager, récompenser les citoyens, etc., pour leur acte de ramener les choses. Et donc ça dépolitise les gestes et puis ça questionne, ça monétise quelque chose qui était plutôt de l'ordre vraiment de solidarité, d'un geste. Mais c'est des choses, les impacts de ça pour Emmaüs, on a un petit peu du mal à les mesurer quantitativement. On est un mouvement extrêmement diffus. Il y a 50 points de vente et de collecte Emmaüs en France. Donc on a du mal à chiffrer les impacts directs de toutes ces tendances sur nos activités, sur nos collectes de dons. On ne sait pas les chiffrer. Par contre, toutes les associations nous disent à peu près la même chose là depuis 2 ans. C'est, mon Dieu, la quantité de textiles, de vêtements qu'on nous apporte, elle est énorme, elle est toujours plus importante parce qu'en fait, nous, on achète, pas moi, mais les gens achètent toujours plus de neufs. On a vraiment de plus en plus d'objets et de vêtements neufs parce que l'ultra fast fashion, la fast fashion concurrence en fait dans ses prix la seconde main. Donc toujours plus de vêtements donnés, mais de moins en moins de part qualitative dans ce qu'on nous amène. Et donc ça crée un effet assez difficile pour nous, c'est qu'en fait la quantité de travail à fournir pour collecter et trier, elle augmente, mais la petite part de ce qui rémunère ce travail, elle diminue. Elle était déjà petite. On estime que dans 100 tonnes collectées de textiles, il va y avoir que 10 tonnes qui vont être revendables. Et cette part-là, elle s'amenuise à fur et à mesure qu'il y a d'autres acteurs qui viennent se positionner sur la collecte. Et ce qui est important de préciser sur ces géants, que ce soit du numérique ou de la grande distribution, c'est qu'en fait, ils vont pas faire du réemploi en plus que ce que nous on fait. En fait, ils viennent proposer un nouveau canal, en effet, de vente qui permet de diversifier l'offre, mais ils vont pas permettre de réemployer plus d'habits. Ils vont juste déplacer des vêtements qui étaient, ou de l'électroménager ou des meubles qui étaient avant réemployés chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire vers leur offre là. Et il y a un risque du coup aussi environnemental d'amenuiser un petit peu notre activité, notre contribution environnementale en fait. Moins on a d'objets réemployables dans nos collectes, et plus on a du mal à équilibrer et maintenir notre modèle qui permet de trier et de collecter énormément de choses. Donc c'est des discussions, c'est des choses dont on parle énormément avec les pouvoirs publics et ce qu'on appelle donc les filières REP, les éco-organismes, c'est-à-dire que toute la gestion des déchets, elle est organisée en plusieurs catégories de produits en France, et on a des accords, les acteurs du réemploi, avec différents donc éco-organismes qui sont des groupements de producteurs d'électroménager ou des groupements de producteurs textiles, etc., qui ont l'obligation
normalement de financer la gestion des déchets et la prévention et donc le réemploi. Donc on bataille pas mal avec ces éco-organismes et ces filières pour pouvoir faire reconnaître notre travail. Donc c'est à peu près OK depuis 4 ans. On a fait reconnaître dans la loi le rôle du réemploi dans la prévention des déchets. On a obtenu des financements qui n'existaient pas avant pour contribuer au fonctionnement de nos modèles. Mais on a encore beaucoup de mal à faire reconnaître la valeur de notre travail par ces éco-organismes et à les faire payer, enfin contribuer à la hauteur de ce que nous on fait pour la prévention des déchets. Donc on a encore beaucoup de et plus le secteur économique est menacé par, enfin notre activité économique est menacée par des acteurs privés qui sont en fait des adhérents de ces éco-organismes, et plus on a intérêt en fait à défendre le fait que ces acteurs privés, je vais prendre Darty ou Boulanger, quand ils développent en fait une œuvre de seconde main, ils déstabilisent notre modèle économique, et par ailleurs, ils sont censés, eux, contribuer via leur éco-organisme à financer nos activités. Donc, s'ils n'augmentent pas le financement de nos activités et que par ailleurs, ils détournent de la valeur ajoutée, il y a un déséquilibre important qui se crée. Et c'est un peu nos combats perpétuels des 2 dernières années et probablement des 3 prochaines années à venir. Si vous voulez faire du réemploi, il va falloir que vous compensiez plus fortement les soutiens réglementaires que vous devez apporter aux structures de réemploi. Merci Camille. C'était super intéressant déjà de comprendre dans quel contexte tout ça s'inscrit, parce que ça c'est pas récent, la seconde main, contrairement peut-être à ce que certaines personnes peuvent penser. Moi, je voulais donner juste un chiffre qui est aussi très pour se rendre compte de la taille d'un Vinted, par exemple. Aujourd'hui, a priori, Vinted a fait en 2023 600 millions d'euros de transactions. Donc Emmaüs, tout consolidé, je crois que c'est un peu plus de 350 peut-être. Ouais, 350 millions. Voilà. Ouais. Vous voyez, donc enfin textile, meubles, électroménager, etc. Déjà aujourd'hui, Vinted pèse quasiment le double du mouvement Emmaüs réuni, qui fait de la seconde main depuis 70 ans. Et juste pour comprendre aussi le lien avec notre table ronde, c'est que le Vinted a une telle puissance, vraiment c'est une lame de fond en termes de seconde main. Bon, il s'est ouvert là sur le livre et ça y est, ils font partie des 3 plus gros revendeurs de livres d'occasion. Et tout ça va s'ouvrir au fur et à mesure sur tous les produits, évidemment. Il déstabilise de fait tout le marché aussi du neuf qui s'embarque dans cette seconde main sans vraiment structurellement réfléchir aussi à son modèle de production, mais ça on le verra aussi notamment avec toi Pierre, et qui la conséquence c'est pas du tout plus, comme tu le disais très bien, plus de réemploi, moins d'impact sur la planète, mais c'est surtout une très grosse déstabilisation du secteur solidaire qui déjà était fortement impacté en baisse des dons par les plateformes numériques. Voilà un peu pour. Merci beaucoup, Gloria. À toi. J'aimerais que tu puisses nous expliquer aussi les défis qui se posent pour le réseau national des ressourceries et recycleries. C'est un réseau qui est plus récent qu'Emmaüs, mais qui a ses spécificités aussi. Voilà, si tu peux nous expliquer justement ce qu'elles sont. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Alors moi, je vais repartir aussi d'une vision historique, comme a commencé à le faire Camille. Mais alors aller encore plus loin que ça, c'est-à-dire que le mot réemploi, c'est un mot qui est très récent dans notre vocabulaire et qui connaît aujourd'hui une définition législative qui est ancrée. Mais en soi, c'est une activité qui a toujours existé dans toutes les civilisations humaines. Pourquoi? Tout simplement parce que la matière, elle a toujours eu énormément de valeur. La matière pour construire des objets a toujours eu énormément de valeur. Jusqu'à ce que la société industrielle arrive et qu'on commence à construire des objets toujours plus loin de nous. Donc on ne réalise plus non plus l'importance de la matière qu'il y a derrière. Et ça, c'est quelque chose qui s'est encore plus développé à partir du moment où on est rentré dans l'ère de la société de consommation et qui est allé de pair avec la société du tout jetable. C'est aussi le développement du plastique, qui est une matière particulièrement loin de nous, qu'on ne comprend pas forcément et qui du coup de fait amène les gens à utiliser des objets, les jeter sans trop de difficultés, parce qu'en fait on ne se rend plus compte de ce qu'il y a derrière. Ça a fait aussi disparaître nos pratiques ancestrales de réemploi qui ont toujours existé dans tous les foyers, dans toutes les familles.
Et c'est à cette époque-là qu'effectivement, à côté de ça, se sont construits dans un secteur alternatif des organisations telles que Emmaüs, qui ont été donc les premiers là-dessus, des organisations qui font du réemploi. Emmaüs le porte comme un projet support comme une activité support à un projet humaniste. Ça a été la base du réemploi, un réemploi donc qu'on appelle un réemploi solidaire. Et suite à l'arrivée de Emmaüs, d'autres associations se sont développées sur ce secteur du réemploi, avec des spécialisations comme Envie sur l'électroménager ou les ateliers vélo participatifs et solidaires qu'on retrouve aujourd'hui dans le réseau Le Recyclage. Et c'est dans les années 80, en 1984, que s'est créée la première ressourcerie dans les Hauts-de-France qui s'appelle les Ateliers de la Bergerette. Et cette ressourcerie, la différence qu'elle a avec les autres modèles de réemploi qui existent, c'est qu'elle s'est dit, en fait, le réemploi aujourd'hui, c'est un mode de gestion des déchets qui a donc complètement disparu. Aujourd'hui, à cette époque-là, donc, il n'existait que l'enfouissement ou l'incinération, parce qu'on avait quand même des pouvoirs publics, notamment en France, qui étaient un peu avancés sur la gestion des déchets. On ne faisait pas juste des décharges sauvages, mais le réemploi n'existait plus. Et le projet des ateliers de la Bergerette à ce moment-là, c'était de se dire, on veut redonner de la place au réemploi parce que c'est une activité qui a une dimension environnementale très forte, mais qui est aussi sociale. Du simple fait que en fait ce sont des objets qui vont ensuite être revendus à prix solidaire, donc accessibles à toutes et à tous. C'est comme ça que se fonde donc le réseau national des ressourceries et recycleries en 2000, avec donc plusieurs ressourceries et recycleries qui sont créées plus dans les Hauts-de-France, avec cette spécificité-là, cette dimension environnementale très forte. Et donc c'est pour ça que dans les ressourceries il y a 4 fonctions, donc celle de collecte des objets, celle de valorisation, celle de redistribution, donc à la fois par le prix à des prix solidaires en boutique, mais aussi par le don, et enfin celle de sensibilisation. Et donc sensibilisation, j'entends à la fois le fait donc de sensibiliser les gens à la question du tri, de la gestion des déchets, mais aussi à la sensibilisation à la surconsommation et à son pendant, donc la sobriété, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter tout le temps, est-ce qu'on peut pas valoriser aussi le geste de réparation. Et c'est pour ça que se développe de plus en plus aussi dans les ressourceries et recycleries cet aspect-là de réparation que nous on nomme même celle d'auto-réparation, c'est-à-dire autonomiser les gens dans le geste aussi de réparation, se réapproprier des savoir-faire de réemploi. Donc on est là dans les années 2000, le réseau se crée autour de cet objectif donc de aussi professionnaliser le secteur et le permettre un essaimage en fait de ces pratiques un petit peu partout sur le territoire. Mais on est encore dans un secteur qui reste alternatif, un secteur qui n'intéresse pas ni les pouvoirs publics, ou en tout cas très peu, ni les acteurs lucratifs qui sont à ce moment-là à fond dans la fast fashion et la fast déco qui commence aussi à monter. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus se développe sur ce secteur-là de nouveaux acteurs, dont ces 2 acteurs-là. Les grands changements qu'on a vu opérer dans le secteur du réemploi, c'est d'abord le fait qu'effectivement, donc il y a des acteurs lucratifs qui arrivent. Ces acteurs lucratifs, effectivement, ils vont engendrer une augmentation, une explosion même de la vente de seconde main. Et en particulier la vente de seconde main en ligne, donc Le Bon Coin, Vinted, qui en sont les premiers acteurs. La deuxième chose, c'est que on a ce fameux principe qui est le principe pollueur-payeur, qui oblige donc les metteurs en marché de produits qui deviendront des déchets de payer pour la prévention dont le réemploi fait partie. Et jusque-là, même s'ils s'y intéressaient très peu, ils étaient surtout focalisés sur le recyclage. Aujourd'hui, ils sont bien obligés de regarder le réemploi comme une nécessité. Et d'ailleurs, depuis la loi AGEC et la création des fonds réemploi, on commence à avoir véritablement un financement qui arrive sur le secteur du réemploi. Forcément, ça amène aussi de nouveaux acteurs à regarder un petit peu plus ce secteur en se disant, tiens, il y a peut-être une porte de modèle économique finalement qui pourrait tenir sur le secteur du réemploi. Et enfin, le dernier grand changement, c'est aussi que dans les pouvoirs publics, et notamment les collectivités territoriales, il y a de plus en plus de collectivités qui sont proactives pour développer le réemploi. Donc on est passé vraiment d'un secteur qui est un tout petit bassin d'acteurs qui se ressemblent à un énorme fleuve avec plein de requins à l'intérieur.
Et ces requins, donc je parle là en particulier des acteurs du réemploi lucratif, leur développement a permis effectivement qu'on s'intéresse de plus en plus, en tout cas que les usagers s'intéressent de plus en plus à la question de la seconde main. Mais il faut bien comprendre qu'ils ont un fonctionnement qui est différent du nôtre et des objectifs qui sont différents des nôtres. Et ça, c'est quelque chose donc qu'a commencé à développer Camille. Nous, en fait, quand on fait du réemploi, on va dire, d'intérêt général. Dans le sens où c'est des objets qu'on va collecter. On va collecter tout type d'objets, y compris ceux qui n'ont pas de valeur marchande, y compris ceux qui ne valent rien en fait derrière. Ils vont ensuite, ces objets, être revendus à prix solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'en fait, le coût du réemploi de cet objet n'est pas payé par le consommateur. En tout cas, sur une toute petite partie. C'est bien aussi la preuve du fait que c'est un système qui n'est pas rentable si on s'occupe de l'entièreté du gisement du réemploi. La dernière chose, c'est aussi que les ressourceries et recycleries font, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la sensibilisation. Et donc, elles vont participer à aller vers une société donc plus sobre, qui a pour objectif de diminuer aussi la consommation d'objets, d'aller plutôt vers de la pratique de réparation, etc. Et ça, à part des associations avec un objectif non lucratif, personne d'autre peut le faire, parce que c'est clairement être schizophrène. C'est dire venez acheter chez nous, mais achetez uniquement ce dont vous avez besoin. Je ne vois pas comment Vinted peut avoir ce genre de propos. Ces différentes problématiques, et notamment l'arrivée des acteurs du réemploi lucratif, engendrent une situation dans laquelle nous, acteurs associatifs, on est pris par ce qu'on va appeler la marchandisation du réemploi. Marchandisation dans le sens où jusque-là, on était sur un marché qui... en fait, on n'était pas sur un marché. On était sur un secteur qui restait en dehors du marché. Et avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs, on nous oblige à rentrer sur un marché concurrentiel. Et ça va entraîner un tas de problématiques différentes. Et je pense notamment à celle, par exemple, de la fiscalisation, qui est un sujet assez technique, mais que connaissent la plupart des dirigeants d'associations. C'est très simple, hein, on est considéré comme étant des associations à but non lucratif, donc puisqu'on est non lucratif, nous ne sommes pas fiscalisés, nous n'avons pas à payer les impôts commerciaux. Et à partir du moment où il y a de nouveaux acteurs qui arrivent et qu'on se retrouve à être mis en concurrence avec des acteurs lucratifs, il y a ce danger-là de bascule et de fiscalisation. Cette fiscalisation, elle est déjà arrivée sur d'autres secteurs, par exemple sur le secteur médico-social. Et ce que ça a entraîné, c'est une disparition d'énormément d'associations parce que leur modèle économique n'a pas pu tenir derrière. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce que engendre en fait l'arrivée des acteurs marchands sur le secteur du réemploi. Et pour finir là-dessus, suite à cette problématique et en particulier à celle, on va dire, de l'amalgame entre le réemploi lucratif et le réemploi, donc on appelle solidaire, on s'est dit, entre têtes de réseau du réemploi, que ce serait une bonne idée, à un moment donné, d'unir nos forces au sein d'un collectif pour faire valoir cette différence, notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'Union pour le réemploi solidaire, dans lequel on retrouve notamment Emmaüs, le CORAS, qui est donc un réseau d'insertion par l'activité économique dans lequel on retrouve beaucoup de ressourceries et recycleries, ESS France, qui comprend aussi donc beaucoup de ressourceries et recycleries, Envie, donc spécialisée sur l'électroménager, et le recyclage des ateliers vélo participatifs et solidaires. Merci Gloria, très très intéressant. D'ailleurs, ça me faisait penser à un truc quand tu parlais de sobriété et de faire le lien avec Vinted, qui effectivement, ça serait un peu schizophrène de leur part de dire de consommer moins. Bah, concrètement, les marques les plus vendues sur Vinted, a priori, c'est H&M, Zara, Shein. Voilà, donc on est quand même très clairement sur une plateforme où on surconsomme, certainement pas tout le monde, hein. Il y a sûrement plein de gens qui utilisent Vinted avec vraiment bonne foi pour voilà ne pas jeter, mais c'est principalement de la surconsommation de fast fashion. Donc même si c'est de la seconde main,
Ça reste de la surconsommation. Léa, alors Oxfam, juste pour la petite histoire, alors Oxfam au UK, en tout cas, c'est une institution sur la seconde main, évidemment, c'est gigantesque, et ça m'a inspirée à l'époque quand je réfléchissais à un modèle pour le mouvement Emmaüs, et j'avais beaucoup regardé ce qu'ils faisaient, et d'ailleurs, ils avaient donc un site de vente en ligne déjà 5 ans avant qu'on ait créé le nôtre, avec un modèle quand même très différent parce que c'était beaucoup de bénévoles et toutes les ventes partaient plutôt pour la solidarité internationale. Donc il y a pas cet aspect d'insertion professionnelle et puis avec d'accueil des compagnons, mais en tout cas ça m'avait beaucoup inspiré. Donc tu vas peut-être nous rappeler aussi un peu le rôle d'Oxfam dans la seconde main, et puis Oxfam France du coup parmi ce géant, votre spécificité et notamment voilà un zoom peut-être sur tout le cadre légal, réglementaire qui aujourd'hui contraint ou pas les entreprises. Et voilà, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Vous m'entendez? Super. Merci beaucoup. Donc moi c'est Léa Guérin d'Oxfam France. Alors pour comprendre aussi, Oxfam c'est une confédération et en fait on est des affiliés de la confédération. Donc chaque Oxfam d'un pays est sa propre entité. Donc il est possible que par exemple tu saches plus sur Oxfam Grande-Bretagne parfois que moi, parce qu'ils font leur vie et nous la nôtre, et on a notre modèle, tout ça dans le cadre des valeurs d'Oxfam international. Évidemment. Du coup, sur la partie des boutiques, justement, Oxfam France, on est assez petit. On n'a que 6 boutiques en France. On en a 3 à Paris, 2 à Lille et 1 à Strasbourg. Dans mon souvenir, la première est celle de Lille, d'ailleurs. Donc voilà, et on a des boutiques de dressing et des boutiques d'autres objets, notamment des livres. Et donc en fait, on en parlait. En fait, nous c'est plutôt petit réseau chez Oxfam France avec un plus gros plaidoyer. Donc on essaie d'être voilà, si on est pour répondre à comment protéger et développer une économie circulaire. Voilà, si l'économie circulaire, c'est une gestion des déchets, peut-être une consommation plus responsable. Il y a aussi une autre offre des acteurs économiques qu'il faut pousser à qui soit beaucoup plus responsable. Et donc on développe notre partie consommation et gestion, on va dire, qui est un peu plus petit en France, mais qui est énorme en Grande-Bretagne. Mais on met énormément de moyens sur la partie plaidoyer et nos magasins qui financent Oxfam France. Alors c'est une petite part du budget. Du coup, on va dire que c'est notre cercle vertueux à nous, dans le sens où il finance donc nos actions plaidoyer, mais des actions humanitaires à l'étranger, des rapports, etc., etc. Et donc moi, dans mon travail, donc je suis chargée de plaidoyer en régulation des multinationales. Donc vous aurez compris, je suis la partie géant du coup à contrôler et donc une partie beaucoup plus transsectorielle. Donc dans cette régulation, alors en France, pour expliquer du coup le cadre légal qui existe, il y a la loi anti-gaspillage qui existe en France, par exemple, qui donne des objectifs et des bonus-banus, mais qui a récemment il y a un rapport parlementaire, qui pointait justement du doigt les nombreuses failles, notamment dans l'application de ces objectifs, et surtout la partie prévention, plutôt, enfin la réduction, pas tant le recyclage. C'est quelque chose sur lequel on lutte chez Oxfam France, sur la partie non pas seulement recyclage, qu'est-ce qu'on en fait après, mais comment on fait pour réduire notre consommation à la racine. Et ce que j'ai beaucoup plus suivi moi ces dernières années, c'est des grandes directives aussi européennes. On est un peu dans le contexte européen malheureusement, mais peut-être rappeler à quel point c'est un impact sur nos États membres, dont la France. Donc il y a une première directive qui s'appelle la CSRD. C'est un nom un peu barbare, mais qui veut dire que maintenant les entreprises sont obligées de faire du reporting. Donc en gros expliquer via des données quel est l'impact de l'environnement sur leur activité, mais également maintenant leur activité, quel impact elle a sur l'environnement, la société, etc. Et c'est passé très inaperçu, puis c'est très technique et assez ennuyeux en vrai à lire, à s'informer. Mais c'est très important pour une raison, c'est qu'on aura énormément de données
Et donc, par exemple, nous, les ONG, j'imagine les Amis de la Terre également, on a toujours besoin de données pour justement mettre la lumière sur ces géants du numérique et l'impact. C'est toujours à minima, en fait. Quand on dénonce un impact, on sait que c'est beaucoup plus au final. Donc maintenant, on aura énormément de données. Il y en avait déjà, par exemple, pour les entreprises cotées. Sauf que pas toutes les entreprises sont cotées, par exemple. Et maintenant, peu importe si une grande entreprise est cotée ou pas, on aura cette donnée. Et également sur des plus petites entreprises. Et on pourra, par exemple, voilà, sur toute une filière, par exemple textile, peut-être qu'on pourra suivre beaucoup mieux justement tous ces impacts et surtout les chiffrer et pouvoir comparer cela. Voilà, non, voilà, pas si inaperçu, mais était une grande directive qui va être appliquée l'année prochaine, pardon, oui, 2025. Donc voilà. Et une autre directive un peu complémentaire, mais qui peut-être a été plus suivie, celle du devoir de vigilance des grandes entreprises. Une loi qui existe déjà en France, en réalité, depuis 2017, qui a un combat des ONG depuis de longue date. Si on se souvient sûrement de la catastrophe du drame du Rana Plaza, et en fait, ça avait, en tout cas en France, ça avait fait beaucoup d'émotions. Ça avait suscité beaucoup d'émotions, même parmi les parlementaires. Voilà, après des années de bataille, en 2017, il y a une loi en France qui était la première, en fait, de l'histoire. Donc, en fait, parfois cocorico sur ces questions-là. Et du coup, on a pu porter cela au niveau européen. Et là, ça fait 2 ans qu'on suivait cette directive, cette loi, cette grande loi qui allait s'appliquer dans les États. Et elle a finalement été adoptée après de nombreux rebondissements. Et cette directive, elle, ce qu'elle va faire contre ces géants, on va dire, c'est les responsabiliser. Donc, ils seront obligés d'identifier, prévenir et mitiger et atténuer, leurs impacts sur donc, les droits humains, l'environnement, le climat, et cela sera plus précisé dans les États membres au moment de la transposition, ce qu'on appelle. Donc finalement, le combat n'est pas fini, puisque maintenant que ça a été voté en Europe, on va revenir en France et on va être toujours mobilisé. Et donc nous, notre plaidoyer, c'est toujours évidemment d'avoir cet espace sûr et dans lequel on puisse s'épanouir en économie qui respecte les limites et planétaires et sociales. Voilà, on tire beaucoup à la partie solidaire aussi également de l'économie circulaire. Et voilà, donc il y a aussi plein d'autres directives. Il y a une directive déchets qui récemment le Parlement a relevé les objectifs qui étaient déjà fixés. Alors c'est en attente d'un autre vote qui sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas il y a énormément de choses qui se font pour réguler, et en tout cas nous Oxfam France, à travers notre plaidoyer, mais on n'est pas seul. Voilà, le but c'est de responsabiliser, identifier, mettre la lumière sur ces géants pour que ça ne soit pas, j'allais dire notre objectif commun. Je me dis que c'est qu'on tend tous vers que l'économie circulaire soit la norme. L'économie sociale et solidaire. Donc voilà, c'est réussir à atténuer l'impact négatif des géants comme autre moyen de lutter et protéger cette économie. Merci Léa. Donc il n'y a pas rien, hein, on le voit, il y a des réglementations quand même en France, à l'échelle européenne, mais on voit aussi que c'est quand même surtout à ce stade de l'information. Et donc, ce qui fait un peu la transition avec toi, Pierre, parce que j'avais envie que tu zoomes en fait sur la loi anti-fast fashion, parce que pour le coup, on passe de l'information normalement à la contrainte, et donc comment voilà, on peut limiter la surproduction, comment on peut empêcher le matraquage publicitaire, et la loi anti-fast fashion en tout cas porte en elle ses espoirs. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment on en est arrivé à cette première victoire quand même d'un vote à l'Assemblée nationale, et ce qui nous attend pour la suite? Oui. Bah, elle porte en elle plein d'espoir, mais voilà, les récents événements font que
sont loin d'être concrétisés. Mais c'est pas perdu pour autant. Mais je vais peut-être introduire rapidement. Enfin, donc moi c'est Pierre Condamine et je suis chargé de campagne sur production aux Amis de la Terre France. Les Amis de la Terre France, c'est une des plus vieilles organisations environnementales qui a été créée dans début des années 70, mais qui est une fédération. Donc on est présent à Paris au niveau national, mais on est aussi une fédération d'une trentaine de groupes locaux présents un peu partout en France. Voilà, et on œuvre en gros pour la transition vers des sociétés soutenables à la fois pour la population et l'environnement. Moi, je travaille sur le thème de la surproduction. Rapidement, pourquoi surproduction et pas surconsommation? Parce que on part du principe que aujourd'hui, la surconsommation n'est que le fait d'un système de surproduction qui est engendré et orchestré savamment par des entreprises dont certaines qui sont dans l'intitulé de cette table ronde. Et surproduction parce que évidemment aujourd'hui on est dans des niveaux de production de biens et donc d'utilisation des ressources qui dépassent largement les ressources planétaires, enfin les limites planétaires, mais aussi les besoins des individus. Aujourd'hui, on voit bien que dans plein de secteurs, on est saturé et que face à ça, les entreprises n'ont pas d'autre choix que d'essayer de créer de l'envie, de créer du besoin constamment. Donc, on est bien loin de cette théorie économique qui dit qu'il y a une offre qui ne fait que répondre à la demande. Aujourd'hui, on voit bien que c'est les entreprises qui créent de la demande et encore plus les géants du numérique. Mais voilà, du coup, on travaille là-dessus. On a fait le pari maintenant depuis à peu près 3 ans de se concentrer sur le secteur du textile et de la mode et d'en faire un petit peu une sorte d'exemple, parce que s'il y a bien un secteur dans lequel si aujourd'hui on arrêtait toute production de textile, les gens ne seraient pas à poil dès demain. On sait qu'on a à peu près des vêtements jusqu'en 2100 si on arrêtait d'en produire aujourd'hui. Et surtout, on est dans un secteur qui ne cesse d'augmenter. Si on regarde l'état en France, en 2013, on était à 2 milliards de vêtements par personne. Non, pas par personne, excusez-moi. Voilà. Oui, 2 milliards par personne. Non. Non, 2 milliards en tout. Aujourd'hui, on est à peu près 3 milliards. Enfin, on est passé, on voit quand même qu'en 10 ans, il y a 1 milliard de vêtements en plus qui sont produits et vendus chaque année en France. À peu près 50 vêtements par habitant par an. Alors que si on voulait respecter l'accord de Paris, on devrait être à 5. Donc, c'est vraiment divisé par 10. Par habitant. Donc voilà, c'est des chiffres qui montrent que vraiment on est bien au-delà des limites planétaires, et sans compter évidemment les impacts environnementaux sur d'autres secteurs, pas seulement le climat, mais aussi la pollution de l'eau, pollution des sols, etc. Et les impacts sociaux dont on a déjà parlé, Lorana Plaza qui est un petit peu emblématique de ce secteur, mais en fait qui continue aujourd'hui, avec des scandales sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses, plutôt des travailleuses d'ailleurs dans le secteur. Mais voilà, du coup c'est un peu pour expliquer pourquoi on a fait ce pari-là. On a sorti l'an dernier un rapport sur Shein pour démontrer un petit peu comment cette marque fonctionne et en quoi elle est vraiment presque dystopique dans l'accélération de la mode. Quand on parle de mode rapide, en fait c'est le fait d'accélérer toujours plus la mode et le fait du coup de rendre démoder des vêtements. Et ce que Shein fait avec 7000 modèles par jour, c'est vraiment de démoder chaque jour ces 7000 modèles. Mais c'était bien évidemment pas la seule marque qu'on avait dans le collimateur, mais c'était un petit peu une manière d'ouvrir une brèche et d'intéresser les médias, d'intéresser les politiques à ce sujet. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors évidemment, pas que nous, Amis de la Terre. Déjà, on est dans une coalition avec plein d'associations, dont Emmaüs France. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs qui s'étaient emparés du sujet. Mais on a réussi à avoir une loi... une proposition de loi qui a été portée d'ailleurs, et ça c'est intéressant, par le groupe politique Horizon, donc plutôt centriste, centriste. Bref, voilà, voilà. Non mais donc le groupe politique d'Édouard Philippe. On est paumé maintenant. Ouais. Je vais peut-être arrêter d'évoquer les personnalités politiques pour quelque temps. Mais voilà, on a une loi qui a deux
composantes principales, et c'est ça qui est très intéressant. La première, c'est que elle interdit la publicité pour des acteurs, on va dire, pas vraiment de fast fashion, mais qui renouvellent trop rapidement, qui sont dans des pratiques de renouvellement trop rapides. Ça, c'est très bien. Après, encore une fois, le souci, c'est où est-ce que ça s'applique, enfin, dans quel est le seuil qui va être choisi, c'est quoi trop rapide. Est-ce que, pour parler de manière concrète, est-ce que Shein et Temu seraient les seuls concernés, ou est-ce que H&M, Zara, Primark, Kiabi, Decathlon, des marques comme ça seraient aussi concernées? Ça, c'est des choses qui n'ont pas été tranchées, évidemment. Et la deuxième chose qui est très intéressante aussi, c'est l'application, comme le disait Léa, de bonus-malus en fonction de pratiques environnementales. Et ça, ce serait indexé à l'affichage environnemental textile, une sorte de Nutri-Score textile, voilà, sur des standards environnementaux. Et ces bonus-malus, en fait, ce serait concrètement, si Shein met un vêtement qui est considéré comme polluant, il devrait payer une pénalité peut-être de 5 € d'ici 2025. À l'inverse, des produits plus vertueux se verraient verser une prime à la mise en marché. Donc évidemment, c'est une sorte de... Enfin, c'est prendre aux méchants en quelque sorte, aux pollueurs pour donner à la production la plus vertueuse. Mais ce qui est très intéressant dans ces critères, c'est que c'est pas seulement des standards environnementaux qui sont basés sur l'analyse du cycle de vie. Donc c'est pas seulement combien d'eau a été utilisée, combien de carbone a été émis pour la production. Ça prend aussi en compte des pratiques qui sont plus globales et systémiques de l'entreprise. C'est-à-dire que ça va prendre en compte le coût du prix de vente par rapport au coût de réparation. Évidemment, si Shein ou une autre marque vend un t-shirt à 5 € et que le réparer, ça coûte 10 €, on va pas vraiment être incité à le réparer. De même, ça prend en compte la fréquence de renouvellement des collections, la durée de commercialisation des vêtements, parce que voilà, un vêtement qui est commercialisé 2 mois, c'est pas pareil qu'un vêtement qui va être commercialisé pendant 1 an ou 2 ans. Et donc, moins on commercialise longtemps, plus on incite les gens à acheter des nouveaux modèles, parce que quand on va sur leur site, évidemment, il y a des nouveaux modèles qui sont disponibles, etc. Mais donc, je vais pas rentrer en détail là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on a quelque chose qui va au-delà des standards appliqués à un seul produit. C'est-à-dire, ça prend en compte des pratiques de l'entreprise et même d'un secteur. Et c'est vraiment ça qui est clé, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas de bons produits dans un système qui est néfaste. Et c'est ça qu'on arrive à faire avec cette loi, c'est arriver à aller un peu plus loin que juste améliorer les produits, avoir 10% de contenu de matière recyclée, mais en fait vraiment pénaliser des pratiques à l'échelle d'un secteur. Et cette loi, si elle passe, elle pourrait aussi être appliquée à d'autres secteurs parce qu'elle est... elle pourrait être exemplaire quand on parle de renouvellement rapide des modèles ou des collections dans le textile. Ça peut s'appliquer aux marques de smartphones qui sortent un nouveau modèle par an. Excusez-moi, encore une fois, je vais peut-être un peu... Tu vois les choses trop en noir, là, Ouais, ça y est, là, ça. c'est... Allez, on tient bon, Ouais. Pierre. Non, mais voilà, mais ça peut s'appliquer aux smartphones, ça peut s'appliquer à la phase déco, au fait qu'aujourd'hui, les marques de décoration, les enseignes d'ameublement et de décoration sortent aussi énormément de nouveaux modèles. À la publicité qu'on fait pour les SUV, enfin aujourd'hui aussi, pareil, le secteur automobile essaie de créer de l'envie, du besoin, et les gens achètent des SUV en ville alors qu'on n'en a pas besoin. Enfin voilà, cette loi, elle ouvre une brèche qu'il faut exploiter. Mais je vais peut-être conclure là-dessus, mais ternir un petit peu le tableau, c'est que malheureusement cette loi, elle devait passer au Sénat, et le Sénat ne siège plus vu qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale. Et le Sénat n'est aussi pas très progressiste. Et donc notre espoir, c'était que cette loi revienne à l'Assemblée nationale, qui aurait le dernier mot. Mais on est un peu en attente de savoir comment ça va se dérouler. Voilà. Mais pour finir sur une note positive, je pense que ces travaux qui ont été faits en France, déjà il y a des choses qui ont été faites, donc on a ancré des choses. Je sais pas si on arrivera à avoir une loi définitive en France. Mais on sait aussi que il y a une loi qui est similaire, notamment la directive déchets qui est en discussion au niveau européen, et que il y a beaucoup d'États qui ont vu ce qui se faisait en France aujourd'hui, mais notamment le gouvernement français. Bon, sera-t-il encore là? C'est une question. Mais il y a d'autres États qui ont vu ce qui était fait en France et qui veulent porter ces mesures-là au niveau européen.
Et donc c'est très positif, même si en France ça se conclut pas par quelque chose de solide et d'ancré. On sait qu'on a ouvert le débat au moins en France et qu'on peut aussi porter ces mesures au niveau européen. Merci Pierre. Et d'ailleurs, la loi anti-gaspillage quelque part a inspiré aussi. L'Europe a aussi voté l'interdiction de détruire, en tout cas pour les vêtements, à partir de l'année prochaine, 2025. Voilà, comme quoi ça sert pas à rien de voter des choses à l'échelle d'un pays. C'est pas l'Europe qui décide de tout, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit, pour rien faire au niveau national. Mais évidemment, c'est pas pour enlever l'impact de ce que l'Europe a sur nos politiques. Et je voulais aussi peut-être faire un tout petit lien avec la phase déco avant qu'on passe à l'animation différente, parce que justement cette loi, elle a donné envie d'embrayer sur le fast autre qui est tout aussi fast, à savoir la déco. Si tu veux en dire un petit mot, Gloria, n'hésite pas. C'est une initiative de Zero Waste du réseau national des ressourceries et recycleries et des Amis de la Terre, et les chiffres sont impressionnants. Tout autant que sur la mode, et on a une petite ouverture pour aller discuter avec le cabinet existant, en tout cas encore jusqu'à dans 3 semaines. Donc voilà, on doit rencontrer le cabinet de Bruno Le Maire lundi prochain. Vas-y. Ouais, je sais pas si on les rencontrera ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce travail qui a été fait sur la fast fashion a inspiré du coup un nouveau travail sur donc la question de la fast déco, qui utilise exactement les mêmes codes que la fast fashion, mais donc sur à la fois le secteur de l'ameublement et le secteur de la décoration. Les pionniers là-dedans, c'est Ikea, qui font pas ça depuis seulement 2 ou 3 ans, mais qui font ça déjà depuis les années 2000, en fait. Ce renouvellement permanent de nouvelles envies, de nouveaux objets, mais qui s'est particulièrement accéléré ces dernières années, notamment avec l'arrivée d'acteurs de vente en ligne extrêmement performants là-dessus, et qui change la donne aussi dans absolument tout ce secteur. Et nous, acteurs du réemploi solidaire, sur le terrain, on voit bien la différence aussi clairement dans la qualité. Et ça, c'est aussi un parallèle qu'on peut faire de toute façon avec les vêtements. C'est-à-dire que donc d'une part, il y a cette problématique d'érosion du geste du don qui fait que de toute façon, on a de moins en moins d'usagers qui ramènent des objets de qualité. Mais d'autre part, et c'est peut-être un problème encore plus marquant, c'est que depuis les années 80-90, on voit la qualité des objets baisser drastiquement. Et c'est particulièrement visible sur les meubles. Quand on voit la vieille armoire de grand-mère qui date des années 50 et qui résiste encore aujourd'hui, slash le meuble Ikea qui, à partir de 2 déménagements, n'est plus du tout réemployable, et qui, pour la grande majorité, vont finir incinérés. Donc, on a voulu participer à ce rapport avec Zero Waste, avec les Amis de la Terre, pour dénoncer cette pratique qui se fait aussi donc dans ce secteur de la fast déco, avec pour objectif potentiellement derrière d'arriver, si un jour la loi sur la fast fashion passe, une loi sur la fast déco qui pourrait suivre. 2 fois plus de mise sur le marché depuis 5 ans, hein, c'est ça ? 2 fois plus, ça fait environ 500 millions chaque année, ça augmente de toute façon d'année en année. Ça fait environ 17 nouveaux meubles par foyer par an. Voilà. À savoir qu'en particulier, ce sont des petites tables basses et des porte-manteaux. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la phase, les moyens, les actions. Mais merci beaucoup déjà pour ce tableau, c'était super intéressant. Alors, pour l'instant, je garde Camille et Pierre. Léa et Gloria, vous allez nous rejoindre de toute façon dans le deuxième temps. Et je vous en prie. Voilà. Non mais vous allez revenir, vous allez voir. Et donc il y a 2 chaises qui se libèrent. Et alors qui est-ce qui va s'y coller ? Mon cher président Nicolas, allez, viens parmi nous. Et on laisse une chaise libre. Donc je vais m'effacer pendant ce débat qui est censé se passer entre vous. Voilà. Vous répondez comme vous voulez. À la question, voilà, comment lutter, quelle réglementation. On a vu ce qui existait aujourd'hui, ce qui pourrait exister demain. C'est à vous maintenant de le proposer. À quoi on s'attaque en priorité.
Camille, Pierre, Nicolas, vous dites ce que vous avez envie de dire. On essaie de faire des interventions pas trop longues et tous ceux qui sont ici présents viennent s'asseoir quand ils le veulent. Quand vous avez fini votre intervention, vous repartez dans la salle. Comme ça, vous libérez votre chaise et quelqu'un d'autre peut venir, etc., etc. C'est parti. Moi, je démarre par une toute petite histoire, comme ça fait, pendant que chacun réfléchit au moment où il va rejoindre la table ronde. Nous, on a eu une ministre en charge de la ruralité et des collectivités qui est venue il y a pas longtemps aux ateliers du bocage visiter. Et comme ces gens-là, quand ils sont en représentation, ils n'écoutent pas beaucoup, mais ils sont très gentils, mais ils n'écoutent pas beaucoup. J'ai répété beaucoup de fois le même mot, j'ai dit réguler, on a besoin que l'État vienne réguler. Donc moi, je trouve qu'une des réponses, c'est réguler. C'est-à-dire faire en sorte que les gisements de qualité puissent aller vers l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a un double effet. C'est le recyclage, c'est très très peu d'emplois pour beaucoup d'efficacité, mais si on veut de l'efficacité sociale, il faut faire du réemploi solidaire. Ça ne se passe pas que chez Emmaüs, ça se passe chez Emmaüs, ça se passe dans les recycleries, ça se passe dans plein d'endroits où on recrée de l'espérance. Et donc l'autre chose que je disais à la ministre, c'est que l'espérance ne viendra pas d'en haut, la régulation certes, mais l'espérance, elle ne vient que du terrain, de ce qu'on est capable d'innover socialement sur le terrain. Voilà, donc des petits éléments de réponse. Peut-être Camille, si tu veux. Alors, le mot réguler, ça marche là? Le mot réguler, c'est alors moi ça fait 3 ans que je suis un peu plus de 3 ans que je suis à Emmaüs. C'était vraiment un gros mot. Ça l'est encore un peu. Dans les différents ministères auxquels on a affaire, alors surtout le ministère de l'économie, réguler quoi? Réguler, c'est-à-dire vendre moins, aller contre la croissance. Et avant, même le ministère de l'Environnement nous répondait ça. Alors maintenant, il y a une petite brèche, une petite ouverture. Quand dire réguler, ça pourrait être quoi, par exemple? C'est-à-dire, pour rebondir sur ce que Gloria disait, un des enjeux pour les acteurs du réemploi, outre le fait de continuer à avoir des dons de qualité, c'est que tout simplement les objets neufs durent dans le temps pour qu'on puisse les réemployer, et donc il faut qu'ils soient de meilleure qualité. Pour avoir des objets de meilleure qualité sur le marché, il faut peut-être accepter qu'il y en ait un peu moins. C'est-à-dire qu'on revienne à des standards qui étaient plutôt ceux d'il y a 20 ans ou 30 ans. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'un des moyens pour réguler, une des premières choses qu'on a envie de demander en termes de réglementation, c'est de limiter les mises en marché. C'est qu'on arrête d'être dans une course en avant perpétuelle. On se dit, il y a de plus en plus d'objets neufs qui sont mis sur le marché chaque année. C'est-à-dire que, 17 meubles dans une maison, personne n'a acheté 17 meubles cette année, je crois. Personne n'a changé 17 fois de meubles dans son appartement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait travailler. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Interdire, ça, je crois que ça n'arrivera pas, hein, mais par exemple, si on mettait une pénalité, ou alors on dit, vous voulez mettre plus d'objets sur le marché, très bien, mais à partir du moment où vous avez mis plus d'objets sur le marché que l'année dernière, vous payez, vous faites une éco-contribution, donc une petite pénalité en plus pour absorber les coûts environnementaux qui vont être liés au fait qu'il y a encore un objet neuf en plus qui va terminer en déchets ou qui va provoquer plus de déchets. C'est la garantie de se dire on va peut-être garder des objets neufs, en tout cas plus longtemps, de meilleure qualité, et donc qui seront dans l'avenir plus facilement réemployables. Et c'est aussi le moyen de contenir peut-être un peu ce flot qu'on observe, nous, acteurs du réemploi. On est vraiment les exutoires, en fait, de cette société de surproduction. On pourrait croire que c'est se tirer une balle dans le pied, de dire qu'il faut moins produire. Parce qu'en fait, quand quelqu'un achète quelque chose de neuf, il se défait donc potentiellement de son ancien objet. Donc potentiellement, il donne à une structure de réemploi. Mais non, on voit bien on absorbe trop de choses aujourd'hui. Et que ça dénature nos métiers même, en fait. Et après, du coup, ce petit témoignage, je voulais juste avoir amené une idée, puis après, je pense que c'est l'idée du fishbowl. Alors, je connaissais pas du tout ce terme, mais que quelqu'un puisse venir aussi, et puis on peut libérer les places. Mais je pense qu'il faut aussi, alors il y a la sobriété, il y a le suffisant. J'aime bien cette notion de suffisant, mais ça passe par l'éducation, ça passe par le savoir. On est omnubilé dans nos pays par le pouvoir d'achat. Moi, j'aime beaucoup Emmaüs France qui défend le pouvoir de vivre. Ça a du sens. Le pouvoir d'achat pour acheter quoi? Pour acheter dans cette société de surconsommation, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, le savoir d'achat, ça a du sens. C'est ce qu'on essaie tous de créer en racontant des histoires derrière les produits qu'on vend en réemploi. Donc derrière chaque produit qu'on consomme, qu'il soit neuf ou de réemploi,
il y a une histoire. Il y a une histoire de minerais, il y a une histoire de matières premières, il y a une histoire humaine de production, il y a des savoir-faire, et on devrait être omnubilé par l'envie de créer de l'éducation autour de la consommation. On est devenus d'abord des consommateurs, nous citoyens. On veut faire de nous que des consommateurs, faire tourner la cash machine, et on sait où va l'argent. Hein, il remonte de plus en plus dans quelques poches. Donc l'autre sujet que je trouve très intéressant pour répondre à ça, c'est de se battre pour créer de l'éducation, du savoir d'achat, en lieu et place du pouvoir d'achat. Et puis créer du pouvoir de vivre, ça c'est pour ceux qui sont, on va dire, dans le dénuement, ceux qui ont très peu de moyens. Alors eux, plutôt que de parler de pouvoir d'achat, ils n'ont même pas de toute façon de ressources. C'est aussi créer du pouvoir de vie, c'est qu'on peut vivre aussi dans des modèles de vie qui sont sobres, pourquoi pas communautaires, pourquoi pas alternatifs, mais qui créent de l'espoir et qui créent de l'humanité. Hein, voilà ce que je voulais aussi vous dire à toutes et tous. Vas-y, Pierre, à toi. Merci. Alors, et c'est pas possible qu'on ait que des chaises libres. Alors là, il faut au moins 2 personnes qui viennent. Hein. Allez, Stéphanie. Ah, mais levez pas la main. Hein. J'ai pas précisé, mais le principe, c'est dès que vous voyez une chaise vide, vous venez. On a fait initier le jeu, en fait. Hein, c'était ça. Alors, si tu veux répondre à la question, participer au débat, comment c'est, tu y vas. Sinon, tu laisses la place. Non, mais c'était pas vraiment une question. C'est bon. Ouais. Bah, c'était pas vraiment une question. J'étais très d'accord avec ce qui est dit. Après, j'étais évidemment très d'accord avec ce qui est dit. Pour autant, je pense que il y a un enjeu de sensibilisation, mais qu'il est aujourd'hui caché, ou en tout cas minuscule, face en fait aux incitations à la consommation, à la surconsommation qu'on voit tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, les discours de sobriété, je pense qu'ils auront du mal à percer tant que il y a Temu qui dépense 2 milliards en publicité sur les réseaux sociaux en 2023, et que voilà. Et qu'on est soumis constamment sur les réseaux sociaux et ailleurs, d'ailleurs, à des incitations à consommer. Donc, je pense que évidemment, faut créer un discours narratif, mais pour moi, l'enjeu, ça serait vraiment d'arriver à complètement éteindre, ou en tout cas fortement diminuer, voilà, le pouvoir des multinationales. Et je vais juste, enfin, je me permets un petit détour. Je sais pas forcément si c'est une question ou si je suis bien dans le rôle. Mais aujourd'hui, quand on parle des acteurs en ligne, il y a une forte concurrence déloyale vis-à-vis de la réglementation de ces acteurs, parce qu'au niveau européen, on a 2 lois. Bon, je vais pas les décrire en détail, mais qui en fait déresponsabilisent totalement les acteurs en ligne, et qui les renvoient seulement à des obligations de transmission de l'information. C'est-à-dire que en France, si Shein, si Amazon, si Temu ont sur leur plateforme, parce qu'ils ne sont pas vendeurs, mais ils permettent à des vendeurs tiers potentiellement qui ne sont pas du tout situés dans l'Union européenne de vendre des produits qui ne sont pas conformes. Et ben, ces plateformes n'ont pas forcément l'obligation de les interdire de vendre. Elles ont simplement l'obligation de dire attention, là il y a des acteurs qui ne respectent pas. Et en fait, ça crée vraiment une concurrence déloyale, et ça bloque beaucoup de lois, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, qui visent à contraindre en fait les acteurs en ligne. Et voilà. Alors, je sais pas forcément une réponse, c'est pas forcément une question, mais je pense qu'aujourd'hui on s'est un peu enfermé au niveau européen dans des positions trop douces vis-à-vis des géants du numérique, et il y a besoin de changer ça. Donc si on parle de réglementation à amener, ou en tout cas à modifier, je pense que celle-là, elle devrait être prioritaire dans nos combats. Et je laisse la place. Moi, c'était une réaction. Je pense qu'effectivement, il est hyper important de contraindre. Et que dans la bataille de narratif, on n'a pas les mêmes moyens, donc ça va être compliqué de faire face. En revanche, j'ai l'impression que c'est quand même intéressant d'aller sur le terrain des imaginaires et de le hacker. Comme tu as essayé de le faire, je sais pas si elle a répondu, Zao de Sagazin, mais d'aller choper des personnes qui ont une vraie notoriété et qui parlent à d'autres gens que nous,
et de les faire habiter en fait ce nouvel imaginaire qu'on propose. Par des petites touches comme ça, on peut peut-être y arriver. Il y a peut-être d'autres moyens et du coup, j'en profite pour faire un peu de pub. On réfléchit aux imaginaires. Alors, c'est l'alliance des licornes avec 2 O dont la Belle Emmaüs fait partie et que Maud du coup co-préside avec brio et à laquelle aussi, enfin dans laquelle fait partie aussi la nef que je représente. Et on organise le 12 septembre l'onde de COP sur le thème des imaginaires. Et on se creuse la tête pas mal en ce moment. Alors on est un peu chamboulé par ce qui vient d'arriver et du coup le 12 septembre ça semble être dans une éternité. Mais si vous pouvez noter dans vos agendas que le 12 septembre à l'Académie du Climat, on va réfléchir tous ensemble à ça. Ouais, vous êtes les bienvenus. Ouais, donc moi je suis Stéphanie Lacomblé, je travaille à la Nef Banque Éthique. Voilà. Moi je suis Bruno, j'ai été quelque temps bénévole à la Belle Emmaüs et je suis sinon dans le e-commerce depuis une vingtaine d'années. Je venais juste prendre la parole pour une proposition suite à ce qui a été dit autour de la dégradation qualitative des flux de dons. Donc, essayer peut-être de trouver des nouvelles formes de resolidarisation du don, et parce qu'on voit des business models type Give, qui fait du don C2C, mais qui est pas particulièrement solidaire, qui est pratique. On voit aussi, j'ai expérimenté à titre personnel sur le Bon Coin, quand ça se vend pas, on le donne. Mais en fait, on le donne pour s'en débarrasser facilement, et je pense qu'il y aurait certainement des choses à faire. Alors, c'est un peu une main tendue vers ma voisine de gauche, mais je pense que les grandes plateformes numériques qui ont une volumétrie, une praticité consommateur pourraient être intéressées peut-être à des formes pour resolidariser ces flux matières autour du réemploi. C'est pas faute d'avoir essayé, mais on ne sait jamais. Faut continuer à leur demander d'être plus solidaires. Plus personne ne voulait participer à ce débat. Bon, après, en même temps, on avait prévu une deuxième étape où, il y a la suite. Parce que là, c'était beaucoup sur les priorités en termes d'action. Maintenant, c'est un peu plus sur les moyens. Stéphanie, quelque part, tu as un peu abordé ce sujet sur les imaginaires. Donc, alors là, je vais de toute façon contraindre 2 personnes à revenir. Il s'agit donc de Gloria et Léa. Et j'espère bien que les chaises vont se remplir. Vous venez quand vous voulez, en fait. Il n'y a pas besoin de lever la main ou d'attendre. Là, il y a 2 places qui sont libres, donc allons-y. Donc voilà. Là maintenant, on est sur par quels moyens on obtient ces lois et ces réglementations. Juste sur la première partie, moi, ce que j'ai noté, c'est la priorité. Ça pourrait être par exemple une taxe quand la mise sur le marché est estimée trop importante par rapport à un seuil, et à chaque fois que d'année en année on continue à augmenter cette mise sur le marché, qu'on n'est pas dans un phénomène de baisse, la taxe grossit. Il y a eu aussi vraiment une action spécifique sur l'éducation, un budget spécifique là-dessus. Alors vraiment, j'ai beaucoup aimé cette formulation, Nicolas, le savoir d'achat plutôt que le pouvoir d'achat pour créer du pouvoir de vivre. C'était très beau. Ensuite, il y a eu l'aspect communication. Donc, c'est un petit peu ce qu'a ouvert la loi anti-fast fashion. Tant qu'il y aura ce matraquage publicitaire à ce niveau-là, ça peut être compliqué d'être dans l'incantation de la sensibilisation, de la prise de conscience du consommateur. Il y a eu aussi les lois européennes. S'il y a un endroit où le lobbying doit être intense pour que ce soit plus contraignant, notamment tu mettais en avant, Pierre, les marketplaces, parce que c'est vrai que rien que cette forme en fait déresponsabilise complètement ces acteurs. Et dernièrement, on a parlé du livre d'occasion en France, de taxer les vendeurs de livres d'occasion, mais il faut savoir que c'est pas Amazon qui paiera, quoi, par exemple, alors que c'est là où il y a le plus de livres d'occasion qui se vendent. Ce sont les structures qui vendent sur la marketplace. Donc comment on responsabilise ces places de marché, on les sanctionne surtout. Voilà un petit peu pour la réglementation, les idées qui sont apparues dans le premier tour. Maintenant, ces idées, comment on les obtient, comment on mobilise les citoyens, les décideurs, etc. Donc, je laisse Gloria, Léa, celle qui veut démarrer.
par ces idées et à tout le monde. Venez. Alors, comment faire pour obtenir des changements structurels dans un monde où on n'a pas du tout le pouvoir? Parce que quand on est des associations, déjà, on n'est pas très puissant. Et même quand on est une tête de réseau associative, on reste avec un pouvoir assez mineur sur le reste du monde. En particulier quand il se joue des enjeux à un niveau européen, voire international. Ce que nous on fait au quotidien, et là, je parle pour nous deux, mais du coup tu pourras compléter, c'est du plaidoyer. Le plaidoyer, ça a pour objectif donc d'inciter les pouvoirs publics, en tout cas ceux qui ont un pouvoir de décision, à légiférer pour défendre les intérêts que nous on porte, à savoir pour moi la défense du réemploi solidaire. Aujourd'hui, l'arme la plus puissante qu'on peut avoir en termes de plaidoyer quand on est une association, c'est la force de la mobilisation citoyenne. La différence fondamentale qu'il y a entre un chargé de plaidoyer dans une association et un lobbyiste dans une entreprise, c'est que le lobbyiste, il travaille mieux dans l'ombre. Il travaille mieux tant que personne ne le voit et que personne ne sait ce qu'il est en train de faire. Alors qu'un chargé de plaidoyer, la seule puissance qu'il a, c'est de mobiliser les citoyens pour l'aider dans son combat. Et donc d'être le plus transparent possible aussi sur ce qui se passe dans les différents lieux de pouvoir. Et je vais prendre un exemple là-dessus, c'est la création des fonds réemploi. Les fonds réemploi, donc c'est un système dans lequel on a donc les différents éco-organismes dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des structures qui collectent l'argent des metteurs en marché, par exemple H&M pour le textile, qu'on appelle l'éco-contribution. Donc c'est un toute petite part sur vos vêtements qui vont partir ensuite dans les éco-organismes qui sont censés ensuite financer le service public de gestion des déchets, la prévention et le recyclage. Prévention dont le réemploi fait partie. Ces metteurs en marché, jusque-là, ils finançaient pas du tout le réemploi. C'était pas intéressant pour eux, ils étaient plutôt sur du recyclage et ils étaient plutôt sur on finance pas grand-chose en fait, pour être tout à fait honnête, puisque c'était même pas 2% du budget des collectivités territoriales sur le service public de gestion des déchets, alors qu'ils étaient censés financer au moins 80% du service public de gestion des déchets. Ces acteurs-là, avec l'arrivée de la loi AGEC, il y a donc eu une réflexion avec les différents acteurs du réemploi solidaire sur le fait que, en fait, comment est-ce qu'on fait pour que ces acteurs, à un moment donné, ils payent pour le réemploi. Réemploi qui jusqu'ici était complètement sous-financé, y compris par les pouvoirs publics. Et c'est là qu'est venue l'idée des fonds réemploi. Donc, les fonds réemploi, c'est donc l'argent de ces éco-organismes qui ensuite sont versés aux acteurs du réemploi solidaire. On n'a pas tout gagné là-dedans et il y a un certain nombre de difficultés dans la mise en œuvre de ces fonds. Néanmoins, on a réussi à les voir advenir. Et on a réussi à les voir advenir grâce à une mobilisation. Une mobilisation déjà des têtes de réseau entre elles, donc la capacité en fait entre différentes associations à se fédérer pour arriver à des victoires, c'est déjà une énorme chose. Et la deuxième, ça a été aussi la mobilisation des adhérents à l'intérieur des réseaux. Et nous, par exemple, au Réseau national des ressourceries, on a fait appel à nos adhérents pour qu'ils aillent mobiliser les députés, les sénateurs, pour que, en fait, ce projet des fonds réemploi puisse passer. Et il est passé. Il est passé à l'unanimité en l'état, comme il avait été proposé par les acteurs du réemploi au Sénat. Il a ensuite été retoqué au moment de passer à l'Assemblée nationale. Donc, on est passé d'un projet d'un seul fonds unique gouverné par des acteurs de l'intérêt général, notamment avec des collectivités territoriales et des ONG, à un fonds pour chaque éco-organisme, ce qui nous fait une dizaine de fonds qu'il faut gérer et qui sont ensuite gouvernés par les éco-organismes eux-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on est censé négocier en direct avec des personnes qui sont en conflit d'intérêts. Donc c'est un peu spécial. Donc il y a encore des victoires à réaliser là-dessus. Néanmoins, ce projet-là, c'était déjà un énorme pas et qui s'est fait grâce à cette capacité de mobilisation.
Merci. Alors, la question est par quels moyens on peut obtenir ces réglementations. Alors, s'il y avait une solution miracle, je serais pas là, je crois. mais la mobilisation, c'est un très bon point de départ parce que on a même parfois des députés qui nous disent faut que vous soyez plus vocaux, enfin pour nous aider, quoi, parce que parfois ils ont même eux besoin enfin il y a quand même des alliés parfois là, au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat et même en Europe, et ils ont besoin de ça. Et parfois, bah voilà, nous notre enjeu c'est essayer de mobiliser le plus de gens possible. Moi sur la partie devoir de vigilance, on a des petits. Je pense le problème a été que ça existait déjà en France. Pourquoi se mobiliser en Europe? Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis devoir de vigilance c'est un peu flou, mais c'est super important. Donc la mobilisation est évidemment essentielle, mais du coup plus au quotidien dans ce qu'on fait, parce que j'ai oublié de préciser, mais donc moi je fais du plaidoyer, mais il y a une responsable magasin qui s'appelle Julie Lannoy et qui pouvait pas être là, mais qui s'occupe très bien de tous nos magasins, qui les gère. On essaie de faire ce pont là, où en fait nos magasins deviennent un outil de plaidoyer entre guillemets. De différentes manières. C'est déjà des lieux de rencontre de bénévoles et portent nos sujets. Donc s'il y a je sais pas, une affiche ou quelque chose, par exemple dans notre équipe climat, on a des affiches concernant l'affaire BNP. Je vais pas rentrer dans le détail, mais basé sur le devoir de vigilance, on se dit ah tiens, mais c'est quoi ça? C'est un cas juridique qu'on porte, sur quelle base devoir de vigilance, voilà. Et de fil en aiguille, on sensibilise des citoyens. Donc ça c'est une manière de mobiliser. Et plus on est informé, quelqu'un le disait tout à l'heure, plus les citoyens sont informés, plus ils se prennent en main leurs propres intérêts. Si la majorité veut fonds réemploi, devoir de vigilance ou une anti-fast fashion, si on est assez vocaux sur ce sujet, ils seront obligés d'entendre. Évidemment, il y a des lobbies. Au niveau européen, c'est encore pire, parce que c'est en plus des processus très opaques par moment. Donc, c'est dur de savoir qui parle à qui. Donc, faut être d'autant plus à crier, tout simplement, qu'on n'est pas d'accord. D'ailleurs, Devoir de vigilance a réuni un nombre assez impressionnant d'ONG. Pour exemple, on était plus de 200 ONG mobilisées à travers l'Europe pour juste cette directive. Donc voilà, mais on n'a pas tout obtenu. C'est pour ça que maintenant ça revient au niveau national. On va essayer de lutter le plus possible. Mais en tout cas, si on parlait par exemple des magasins encore, c'est également, c'est ce que j'ai tout à l'heure, une boucle vertueuse, parce que c'est en défendant et en essayant de réguler que ces gens notamment du textile, que par exemple les magasins auront moins de Shein et de Zara et autres dans nos propres magasins. Parce que c'est ça parfois cette boucle. Donc voilà, il faut être mobiliser les citoyens, c'est les sensibiliser, les convertir peut-être aux causes, et leur montrer que nous, chargés de plaidoyer, on porte leur message. S'ils sont d'accord avec nous, on est en train de les porter et on se mobilise à notre tour au niveau plutôt politique. Voilà. Je vous laisse là. Ouais. Merci. Théophane nous a rejoint. Il reste une chaise vide. Hein. Venez. Moi, je suis Théophane, je suis sociétaire en tant que personne soutien. Et je me disais, face à ce qui nous arrive là dans le prochain mois, j'ai quand même une forte impression que l'extrême droite a réussi à décaler le débat politique d'un point que personnellement j'aime pas trop. Et je me dis un peu, si ces personnes-là arrivent au gouvernement, au pouvoir, j'ai peu d'espoir dans le fait que on arrive à obtenir ces lois et ces réglementations, et c'est déjà dur avec un champ ultralibéral, mais avec un champ ultralibéral plus fasciste, j'y crois pas trop. Et du coup, je me dis un peu, je vois de plus en plus une nécessité d'action plus directe, comme le font les soulèvements de la terre, ou comme le font certaines mobilisations d'activistes en désobéissance civile. Et je me dis peut-être qu'on a aussi besoin des citoyens, des personnalités politiques, mais aussi de tous ces réseaux de solidarité pour aider à
à légitimer un peu ces actions-là, comme l'extrême droite a réussi à légitimer le fait, le racisme ambiant et tout ça. En fait, réussir à légitimer que, ouais, en fait, aller saboter un entrepôt Amazon, finalement, c'est peut-être pas si violent que ça et si grave que ça face à l'impact que ça a sur la société. Et ouais, voilà, de me dire que ils ont réussi à tirer d'un coin, on peut peut-être aussi essayer de tirer d'un coin plus raisonnable et plus qui permettrait des mesures plus vertueuses. Et si on n'arrive pas à les avoir par la loi, peut-être les avoir par d'autres formes que là, pour que ça arrive ensuite par la loi. Je crois en la démocratie et je veux que ça arrive par la loi quand même. Merci Théophane. Alors on me demande si on peut y aller, mais si vous voulez encore participer, vous pouvez. Et si vous avez fini de dire vos idées, oui, effectivement, vous laissez la place pour que d'autres puissent aussi en dire. Voilà, comme vous le sentez. Christian, alors le sabotage de l'entrepôt Amazon, ça t'a fait réagir. Je sais pas si c'est ça qui t'a fait venir à nous, mais vas-y. Non, c'est pas le sabotage de l'entrepôt Amazon qui fait venir. Moi, ce qui me fait venir, c'est que d'une façon un peu plus profonde, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est expliquer aux gens une chose toute simple, c'est que on sait que actuellement le niveau de vie des Français, étalé au monde entier, c'est à peu près la consommation de 3 planètes par an. Les Américains doivent être à 4 planètes par an. Et donc ce niveau de consommation qui dure depuis maintenant des dizaines d'années, ça va faire 20 ans, 30 ans, on comprend que 3 planètes par an, ça n'est pas possible de continuer comme ça. Donc il va bien falloir revenir à un niveau qui sera inférieur à un par an. Et donc ça, il suffit de l'expliquer aux gens, il suffit d'expliquer aux citoyens, de dire de toute façon, votre consommation actuelle, c'est 3 consommations, 3 planètes par an. Donc il faut repasser à 1 planète par an. Donc consommez pas 50 vêtements par an, parce que de toute façon, on ne peut pas les construire, on ne peut pas les produire. Et d'ailleurs, ça me faisait la réflexion, et je ris parce que j'ai fini la lecture du rapport Meadows. Donc, pour ceux qui savent pas, le rapport Meadows, c'est un rapport qui date de 1972, donc j'étais pas très en avance. Mais pourtant, je vous conseille franchement de le lire, parce que ce rapport de 1972, qui a eu donc des nouvelles versions en 82, je crois, et en 2002, il explique un peu à quel niveau est la planète aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour éviter ce qu'il appelle, non pas l'atterrissage, mais l'effondrement de l'économie. L'effondrement de l'économie. Donc, il faut savoir que Meadows a fait un dernier, dans son bouquin, il a fait un dernier geste, et il a écrit en 2022 qu'en fait, il ne croyait plus, et que de toute façon, on était déjà à l'effondrement. Malheureusement, et là, je vais faire maintenant une parenthèse sur ce qui se passe d'actualité, hein. Donc, quand on écoute les Français aujourd'hui, ils nous disent j'ai essayé la droite, ça n'a pas marché, j'ai essayé la gauche, ça n'a pas marché, donc je vais essayer le Front National. Mais malheureusement, je dis malheureusement, parce que le Front National, ça n'a pas non plus marché, parce que le problème n'est pas là. Le problème est que la planète, ça fait 30 ou 40 ans qu'elle produit 3 fois plus qu'elle ne peut donner. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation de l'essence, mais évidemment, il y en a moins. On voit une augmentation du gaz, etc., parce que l'énergie coûte de plus en plus cher, surtout avec la transition énergétique. On voit une augmentation de la nourriture, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on n'arrive plus à produire correctement. On voit une augmentation de tout, parce que tout coûtera plus cher, parce que la planète ne peut plus produire. Donc, il n'y a pas un politique qui va réussir à corriger ça. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que, oui, tout va coûter plus cher, monsieur le citoyen. Il faut maintenant s'adapter pour que votre consommation soit en ligne avec ce que la Terre peut produire. Voilà. Merci Christian. Est-ce que tu voulais réagir peut-être Gloria avant et Vitas, tu poursuis? Je bouge comme ça, il peut y avoir encore plus de débats. Oui, moi je voulais réagir sur la question de qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve avec une Assemblée nationale d'extrême droite et potentiellement un gouvernement qui va avec. Moi, j'ai pas de réponse, on va dire, en termes de plaidoyer national législatif à ça. Voilà, enfin, j'ai pas de réponse. Par contre, moi, ce que je vois, en fait, c'est que ce qui m'a en tout cas frappé dans les ressourceries recycleries et la raison pour laquelle je me suis engagée aussi dans ce combat-là, c'est que ce sont des lieux qui revêtent une forme à la fois de justice environnementale et une forme de justice sociale.
c'est aussi des lieux qui font vivre ce qu'on pourrait appeler finalement de l'écologie par l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grandes pensées philosophiques pour pouvoir s'engager dans une ressourcerie. Il suffit littéralement de traverser la rue et puis de rentrer dans une ressourcerie. Et on y rentre souvent juste en tant que consommateur et on y ressort en tant que citoyen. Citoyen dans le sens politique du terme. Et là, politique dans le sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on n'y ressort pas en se disant je suis politisé, je vais voter pour tel ou tel parti ou je vais aller aux urnes. On en ressort en se disant ok, mais en fait ça a du sens ce que je suis en train de faire. Je suis pas juste en train d'acheter un vêtement, je suis en train de participer à un projet sur mon territoire. Et ça donne aussi lieu à des personnes qui ensuite s'y investissent, qui vont bien plus que juste acheter un vêtement, mais qui vont venir en tant que bénévoles, participer à l'activité de la ressourcerie, potentiellement qui vont créer une ressourcerie. Ça crée vraiment des endroits sur des territoires où les gens se rencontrent, où les gens discutent et où les gens en fait se réapproprient un espace politique, un espace citoyen. Et je pense que c'est de ça dont on manque cruellement aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que l'extrême droite est aussi forte, c'est qu'on n'a plus d'espace pour débattre, on n'a plus d'espace pour créer en fait de la citoyenneté, et c'est, je pense pas enfin comment dire, alors, je vais pas dire je pense pas, mais plutôt je pense que la réponse qu'on doit travailler, c'est plutôt comment faire en sorte que les gens se réapproprient cet espace-là, d'avoir le droit en fait à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensent, à pouvoir échanger avec les autres et aussi à rencontrer d'autres personnes. Parce que le gros problème aussi du Rassemblement national, c'est qu'elle joue sur la question de la méconnaissance des gens qui ne se connaissent pas. Ce qu'il y a bien aussi dans les ressourceries et recycleries, c'est qu'il y a énormément de mixité sociale. Et donc, je sais pas, et je vais pas parler au nom des ressourceries et recycleries, s'il y en a qui ont envie de faire des actions de désobéissance civile non violente, grand bien à leur face. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'elles portent toutes, c'est un objectif d'être ouvert sur le territoire et de permettre à toute personne de venir, de s'engager, de se réapproprier cet espace. Merci Gloria. Alors, on a 2 dernières interventions et après on va clôturer. J'aimerais bien apporter Vitas, du coup, tu es compagnon à la Emmaüs Lyon. Emmaüs Lyon. Voilà, depuis, et je travaille à la de la boutique Belle Emmaüs. de la Belle. J'aimerais bien apporter une note plutôt positive, parce que nous vivons une époque formidable. Nous pouvons parler de tout ça, ce qui n'était pas possible il y a déjà quelques temps. Et c'est pas tellement mon avis personnel, mais ce qui découle des gens qui étaient très intelligents et que j'ai eu la chance de les lire. Je pense qu'il faut ouvrir le champ de possibilités, le champ de possibles. C'est lui qui avait créé le code ISBN pour le livre. Je pense c'était un visionnaire, parce que nous voyons à quel point c'est facile maintenant à trouver un livre, tout le descriptif, etc. On peut créer ces outils magiques qu'on avait parlé ce matin, avec un coup de scan d'une douchette. On peut retrouver toutes les informations sur le livre. À ma connaissance, ça n'existe pas sur les autres produits comme des vêtements. Donc, ça ouvrirait le champ du possible. Déjà, ça simplifierait le travail des personnes, car trier le linge, j'ai travaillé et il faut à peu près 4 mois pour apprendre. Avec cet outil-là, on pourrait démarrer instantanément. Voilà. Je pense que ça pouvait s'éteindre. Devenir plus gros que Vinted, c'est ça? Tu nous proposes. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est tout simplement le principe. Steve Jobs avait dit, si on veut contrôler, on doit pouvoir mesurer. Donc, si on peut lire, si on peut accéder à l'information de n'importe où, ça ouvrira tellement de champs de possibles. Ça permettrait beaucoup plus facilement à recycler ces objets-là. S'il y a eu une erreur dans la production et qu'on s'aperçoit après des années qu'il y a eu un vice, ça permet
beaucoup plus facilement de prévenir les gens qui pourraient juste lire le code de vêtements et savoir, voilà, tiens, il y a, je sais pas, une matière chimique qu'on devrait peut-être se débarrasser. Voilà. Voilà, j'ai terminé ma Merci proposition. Vitas. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais faire vite du coup parce que moi c'est Ali, je suis Ali, donc soutien, tout simplement. Alors plusieurs interventions. Vous avez parlé du coût des produits, etc. Moi, je me rappelle du livre de Jacques Généreux, Les lois de l'économie, où il parle d'externalité. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait que quand on achète un produit, qu'on y mette le coût du produit depuis l'extraction jusqu'à la transformation, jusqu'à son recyclage. Et là, on verrait le prix réel des produits. Vous avez parlé, Christian, du prix des produits alimentaires qui ne cessaient d'augmenter, de l'énergie. Le prix des vêtements, lui, il baisse. Donc, ça coûte moins cher d'acheter une veste aujourd'hui que de se nourrir parfois. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis, en termes de soutien ou de citoyens qu'on peut aller chercher, pourrait aller chercher, moi, pour avoir accompagné un grand nombre de chefs d'entreprise, de PME, de TPE, ces chefs d'entreprise, eux, ils sont très concernés par les sujets d'environnement et de citoyenneté. Et ça peut être aussi, comme les consommateurs que nous sommes, à titre individuel, des soutiens, des contributeurs à votre mouvement, à notre mouvement. Vraiment. Donc les chefs d'entreprise de TPE, PME, ce sont des acteurs aussi qui sont très concernés et qui peuvent concerner directement leurs collaborateurs. Et en général, ils ont peu de collaborateurs à entraîner. Et là, on arrive à avoir une dynamique. J'arrête là. Je vous remercie et je vous dis à très vite. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Alors, je vais demander aux intervenants de revenir. Les 4 du début. S'ils sont encore là. Oui, ouf. Je les avais pas prévenus. Parce qu'on va conclure. Alors, tout à l'heure, avant qu'on démarre le deuxième fishbowl, j'avais déjà donné un petit résumé des réglementations, des priorités. Là, vous donnez peut-être un petit résumé de ce qu'on a pu se dire sur la deuxième partie, sur les moyens. Comment, voilà. Donc, moi, j'ai retenu les imaginaires. Donc, effectivement, en tout cas, à la Belle, on sera nombreux à Londres de COP le 12 septembre et j'espère que voilà, vous aussi, vous viendrez, ça sera une belle journée sur le renouvellement des... Alors, pour répondre à ta question, Stéphanie, Zao ne m'a pas encore répondu. Mais j'ai quand même quelques émissaires sur LinkedIn qui m'ont écrit en me disant je connais un tel qui connaît un tel et donc voilà. Et donc je sais que sa manageuse et sa maison de disques en ont clairement entendu parler, que l'été est bien rempli de festivals, mais que ils reviendront vers nous peut-être à la rentrée. Donc on va croiser les doigts. Donc après, il y a eu la place aussi du plaidoyer. Quand on est petit, il faut qu'on fasse un gros plaidoyer. C'était intéressant tout ce que tu as dit, Gloria, sur le lobbyiste de l'ombre dans l'économie classique et au contraire très visible, qui doit être le plus visible possible dans notre économie circulaire et solidaire, d'où l'importance des réseaux sociaux aussi. Faut s'y coller. C'est pas tous les jours réjouissant, peut-être. On aimerait peut-être faire d'autres choses, mais c'est essentiel. Vraiment, faut pas laisser la place aux autres dans cet imaginaire qui raconte chaque jour. Donc le plaidoyer, le lobbying, la mobilisation citoyenne. Alors après tout ce pan aussi qui est apparu sur notre maillage territorial. Et c'est vrai que si on additionnait tout notre maillage, ressourcerie, Oxfam, Emmaüs, Secours catholique, Croix-Rouge, etc. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Je pense que quand même, on a et donc Chine, ils sont pas sur le territoire. Chine, Temu, ils sont pas sur le territoire. Bon, je sais que peut-être face aux 2 milliards, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même énorme en fait. Et tous ces lieux, c'était très bien dit aussi, sont des lieux aussi politiques au sens noble du terme, d'entraide, de solidarité, de lien social. Et peut-être qu'un jour, on créera des campagnes de plaidoyer, de lobbying. On le fait déjà à un niveau national, mais qui se retranscrivent au niveau local. On aura une seule et même affiche qu'on mettra dans tous les points de dépôt et points de vente de tous les réseaux confondus.
par exemple, sur une loi à obtenir, où il y a eu la mobilisation aussi des entreprises. C'est vrai que les TPE, PME, enfin, moi, je le vois au niveau de LinkedIn, par exemple, à chaque fois que j'ai pu prendre la parole sur Chine ou voilà, le monde de l'entreprise est tout à fait d'accord et complètement percuté aussi par ces modèles. Donc, alors peut-être pas toutes les entreprises, mais l'immense majorité, en tout cas, des entreprises sont des PME et pourraient tout à fait être à nos côtés. Donc peut-être aller voir des chambres de commerce, des syndicats des entreprises, voilà, pourquoi pas. Et puis, il y a eu toute la sensibilisation du consommateur, la réflexion sur juste comprendre les enjeux des limites planétaires. Ça, je pense que on a peut-être tous l'impression de le faire beaucoup, de le dire beaucoup, mais faut pas lâcher, faut continuer. Et le prix réel des produits aussi, l'étiquetage. Bon, ça c'est un peu en cours avec pas mal de lobbying derrière pour le rendre le moins contraignant possible, mais bon, c'est quand même une avancée. Voilà moi un petit peu tout ce que j'ai retenu. Est-ce que vous voulez compléter? Est-ce qu'il y a une idée que vous n'avez pas pu exprimer pendant cette table ronde et ces moments? N'hésitez pas. Ça va? Enfin, ouais. C'est pas du tout une conclusion très intéressante, mais on parlait du vrai prix des produits. Et il y a une étude de l'INSEE qui montre qu'en 1960, on payait plus cher nos vêtements que notre logement et notre énergie ensemble. Enfin voilà, c'est un peu pour illustrer à quel point le système a changé et qu'aujourd'hui on ne paie pas le véritable prix des produits et qu'évidemment ce prix si bas il se fait au détriment des travailleurs et travailleuses et de l'environnement. Mais voilà. C'est un peu pour rappeler quand on nous dit vouloir s'attaquer à la fast fashion, c'est antisocial. Non, pas forcément, et voire même pas du tout quand on pense à l'exploitation à l'autre bout du monde. Voilà, un petit chiffre intéressant. Mais ce serait intéressant d'ailleurs peut-être d'avoir un peu plus de monographie, enfin sur avec l'historique quoi, un peu des produits, de l'évolution de la part effectivement dans le. Ça doit se faire peut-être déjà, mais ce serait en tout cas sur label. Je me dis ça peut être une idée aussi de façon de présenter les prix. C'est bon pour vous? C'est bon aussi pour vous? Est-ce qu'il y avait une dernière question, une dernière intervention avant qu'on... Peut-être quand même. J'avais pas envie de clore sur quelque chose de pessimiste, mais une des dernières personnes qui est intervenue a reparlé de l'importance de sensibiliser en fait le grand public, mais et donc ça fait partie de nos combats aussi dans nos réseaux et nos associations. Néanmoins, en fait, que faire quand des vêtements coûtent 2 € neufs, quand il y a du matraquage publicitaire, etc. On en a beaucoup parlé. Je pense que malheureusement, ces efforts sont